Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de lecture dans le cadre du troisième module intitulé Le dernier jour d'un condamné. Nous allons traiter le chapitre 6 de ce roman à thèse, dans lequel on va identifier la fonction libératrice et dénonciatrice de l'écriture. C'est-à-dire en quoi l'écriture va être utile à la dénonciation ou bien en quoi va-t-elle contribuer à la dénonciation de la peine capitale. On a déjà lu, ou bien je vous ai déjà lu le texte et je vous l'ai expliqué dans l'audio que je vous ai envoyé. Nous allons commencer d'abord par une identification du texte ou une contextualisation. Donc, comme j'ai déjà dit, il s'agit bien toujours du chapitre, plutôt du dernier jour d'un condamné, c'est le chapitre 6. Et toujours, l'auteur, c'est Victor Hugo, le genre littéraire, c'est un roman à thèse. La focalisation, c'est une focalisation interne, ce qui nous permet de dire qu'il s'agit d'une focalisation interne, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, ou bien, pardon, dans le texte précédent, c'est que le narrateur est lui-même le personnage principal. D'accord? C'est d'où la focalisation interne. Concernant l'énonciation, le texte est un monologue intérieur. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il s'agit d'un monologue intérieur? C'est la première phrase. D'abord, on sait déjà qu'il s'agit d'un monologue intérieur, mais ce qui nous permet de le dire, c'est au début du texte, comme vous voyez bien, on a « je me suis dit »,« je me suis dit ». Donc, quand on dit « je me suis dit », le « me », c'est un pronom réfléchi, bien sûr, qui renvoie au jeu, c'est-à-dire il renvoie au narrateur. Le narrateur parle à lui, à lui-même. Alors, le narrateur, c'est lui qui parle, il parle à lui-même, et ce qui permet de dire ça, c'est le je me suis dit. De quoi parle-t-il? Il parle de l'écriture, c'est-à-dire de l'acte d'écrire. Et en quoi cet acte va lui permettre de contribuer dans la dénonciation ou bien dans l'abolition même de la peine capitale. Concernant le lieu, où se trouve-t-il? Il se trouve à Bicêtre et plus précisément dans sa cellule. Alors, concernant bien sûr la situation du passage par rapport à l'œuvre, c'est comme on a déjà vu dans l'identification. Et dans ce passage, le narrateur décide d'écrire son journal afin de contribuer à la peine de mort. Alors, ce texte-là passe par deux moments. D'abord, ce texte est une réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire une réflexion? C'est une réflexion autour, ou bien sûr, l'idée de l'écriture. Alors, quand le narrateur était, bien sûr, dans sa cellule, il était, comme on a déjà vu dans le chapitre premier, obsédé par l'idée de la mort. Il ne pensait à rien d'autre que cette idée-là, ce qui lui permet ou bien ce qui le pousse à souffrir de plus en plus. Alors, il lui faut bien sûr quelque chose qui va le divertir, afin d'oublier un peu cette idée-là, une idée fixe qui ne lui permet pas de réfléchir à autre chose. Alors il s'est dit, pourquoi pas ne pas écrire un journal qui pourrait à la fois le distraire et qui pourrait par la suite, même après sa mort, contribuer à l'abolition de la peine capitale. Donc, c'est un écrit qui va bien sûr décrire l'état moral du narrateur avant sa condamnation et la souffrance, et ses souffrances et l'état dans lequel il se trouvait avant sa condamnation. Alors, comme vous voyez bien dans le titre que j'ai mis, pour ou contre l'écriture du journal intime. À votre avis, qui va être pour ou contre l'écriture du journal intime? Parlons de quelqu'un d'autre, d'une autre personne, ou bien c'est du narrateur lui-même, ou du condamné lui-même? Eh bien oui, il s'agit du condamné lui-même. Dans ce texte-là, le narrateur hésite entre l'écriture, entre plutôt l'acte d'écrire ou non.
Donc c'est pour cela on a dit, est-ce qu'il est pour ou contre? Il commence par hésiter, c'est une hésitation. Donc c'est une réflexion qui est centrée sur l'utilité, c'est-à-dire à quoi bon d'écrire ce journal, l'utilité de l'écriture de son journal intime. Cette réflexion s'organise autour de deux moments principaux. Le premier moment, c'est dans lequel le narrateur hésite, il doute de l'utilité de l'acte d'écrire, ainsi de sa capacité d'accomplir ses tâches. C'est-à-dire, même s'il il s'est décidé d'écrire, que va-t-il écrire? Alors, il s'est posé un ensemble de questions. Comme vous voyez bien, dans ce texte, on a beaucoup de phrases interrogatives. Euh, dans lesquelles le narrateur se pose un ensemble de questions. Il étale par conséquent tous les obstacles qui l'entravent. Écrire, c'est un acte qui n'est pas si simple. Pour qu'une personne écrive son journal, il faut qu'il soit d'abord libre. Il lui faut une liberté, alors que le narrateur est dépourvu de liberté. Le premier obstacle, il est privé de sa liberté. Le narrateur est privé de sa liberté. La phrase qui le montre dans le texte, c'est dans la première ligne. Pris entre quatre murailles de pierre nues et froides, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux. Donc là, le narrateur nous dit qu'il est, ou bien nous exprime qu'il est dépourvu de liberté. Il est emprisonné. Que va-t-il écrire alors qu'il est emprisonné? Puis, la deuxième, ou bien si on peut dire le deuxième obstacle, c'est un emprisonnement moral. Son cerveau n'est plus capable de produire des idées, puisqu'il est possédé par une seule idée, c'est l'idée de la mort. Alors, elle a dit, cette idée fixe qui me possède ne se présente-t-elle pas à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme, toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche. Donc à chaque fois que le terme approche, c'est comme s'il s'agissait d'un accouchement, un terme. À chaque fois que le terme approche, c'est-à-dire l'heure de l'exécution approche, cette idée le possède et devient de plus en plus hideuse, ensanglantée. Alors, à quoi va-t-il, ou plutôt, à quoi penserait-il? C'est la seule idée qui le fixe, qui le possède. Donc, cette idée-là, déjà, présente un obstacle pour son cerveau, pour son imagination, pour toutes ses idées. Puis, on voit à la fin du premier paragraphe une phrase dans laquelle le narrateur dit « Pourquoi non? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie ?» Donc, là, le narrateur, en disant ce « pourquoi non », il s'est rendu compte qu'à l'intérieur, en lui, il y a un ensemble de souffrances. C'est une tempête, c'est une lutte qui va bien sûr essayer de traduire sous forme d'écriture. Il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier. Donc, il ne va pas juste écrire ou bien peu de choses, non. Avec ces angoisses qu'il ressent et cette terreur qu'il vit,
ces tortures qu'il vit aussi. C'est un ensemble de sentiments qui peuvent tarir l'encrier, c'est-à-dire il peut écrire je ne sais combien de pages pendant ces quelques heures qui lui restent en vie. Alors, il s'est décidé d'écrire. Donc, le deuxième moment, le narrateur semble prendre une décision en faveur de l'écriture de son journal intime. Ce changement de point de vue est marqué par l'emploi de pourquoi non, comme je vous ai déjà dit. Alors, l'écriture n'est plus, et pour le condamné, un moyen de distraction. Donc, comme il a dit, d'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer, de les peindre, m'en distraira. Donc le fait d'écrire, ça va le distraire, ça va l'aider à oublier ses angoisses et de moins souffrir. Le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre, m'en distraira. C'est-à-dire qu'il va le divertir. Les souffrances du narrateur constitueront une matière féconde pour l'écriture. Oui, ce sont ces souffrances qui constituent une matière féconde. Ce seront la source de ce qu'il va écrire jusqu'à même tarir l'encrier et user la plume. Le condamné écrit pour donner une leçon à ceux qui condamnent. Comme vous voyez, après, tout un paragraphe, bien sûr, qui est plein de questions, de phrases interrogatives, qui servent bien sûr d'arguments. C'est un ensemble d'arguments qui donnent une leçon à celui ou bien à ceux qui le condamnent. Ils condamnent bien sûr, c'est pas seulement ils condamnent le narrateur, et ceux qui condamnent toutes ces personnes à mort. Et c'est un témoignage du condamné rendra la main de ceux qui condamnent moins légère quand il s'agira d'achever la vie d'un être humain. C'est-à-dire ce témoignage-là qui est en vérité un ensemble de sentiments, de souffrances, un témoignage vécu que personne ne pourrait bien sûr le voir, le ressentir, à part une personne vraiment condamnée à mort. Alors ce témoignage-là va bien sûr rendre la main légère. Qu'est-ce que ça veut dire légère? C'est-à-dire qu'ils vont penser 1000 fois avant de condamner une personne à mort. Et bien sûr, vers la fin, à moins qu'après ma mort. Donc là, c'est la seule condition pour que ce message puisse passer, bien sûr, aux condamnants, à ceux qui condamnent, bien sûr, les autres ou bien les personnes, c'est que ces feuilles puissent arriver à leurs mains. Il a dit, à moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec mes morceaux de papier souillés de boue, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collé en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Donc, c'est-à-dire que la seule condition pour que ce message passe, bien sûr, à ceux qui condamnent, c'est qu'il reste dans sa cellule après sa mort, pour qu'il soit bien sûr après pris par ces gens-là, élus pour leur rendre la main légère, pour qu'ils pensent 1000 fois avant de condamner n'importe quelle personne à mort. Donc là, de là vient la fonction dénonciatrice et libératrice de l'écriture. Parce que l'écriture est un acte libre qui permet de, bien sûr, faire passer un ensemble d'idées qui pourraient, bien sûr, contribuer à l'abolition de la peine de mort. Et ça a permis, bien sûr, de contribuer à cette abolition, même après la mort du condamné. Alors, le registre littéraire. Vous savez bien que le registre littéraire est un moyen
très très important qui permet bien sûr d'émouvoir le lecteur, de permettre de permettre à ce lecteur-là de ressentir les sentiments de ce condamné. Bien sûr, le narrateur veut provoquer deux sentiments, lesquels, bien sûr, le premier sentiment, c'est la pitié et aussi l'horreur. D'où les registres tragiques et pathétiques. Donc on trouve bien un ensemble de champs lexicaux qui bien sûr appartiennent à la mort et ainsi que un terme un ensemble de mots ou bien d'expressions qui appartiennent au champ lexical de la souffrance. Notons bien sûr souffrance, même terreur, angoisse, torture, souffrir. Ça c'est un ensemble de mots qu'on pourrait trouver. Malheureux, malheureux, ainsi de suite. Le narrateur cherche à dénoncer la peine de mort, comme je l'avais dit, puisque cette écriture-là, c'est un moyen de dénoncer la peine de mort par le biais d'un ensemble de fausses questions qu'il pose. Les fausses questions, ce sont les questions oratoires ou bien rhétoriques que le narrateur utilise. Comme vous savez bien que ces fausses questions ou bien ces questions rhétoriques entrent dans le cadre du registre ironique qui, bien sûr, permet de critiquer et de dénoncer soi-disant un fait ou une idée. Bien sûr, là, notons, c'est le fait à dénoncer, c'est la peine capitale. Je vous ai écrit ici 3 figures de style, alors que le texte est riche en matière de figures de style. Alors, une synecdoque de jeter une tête qui pense. Alors, le mot tête ici, c'est une partie d'un tout qui est l'être humain, et bien sûr qui renvoie à un être humain, bien sûr. La personnification, cette idée qui fixe, qui me possède. Le verbe posséder, c'est un terme relatif à un être humain. Un être humain peut posséder quelqu'un d'autre, ou bien posséder, pardon, quelque chose, mais pas une idée qui possède un être humain. Et on a ici une périphrase, la chute verticale d'un couteau triangulaire. La chute verticale d'un couteau triangulaire. Alors ici, d'un couteau triangulaire, la chute verticale, là c'est une définition tout à fait de la guillotine. C'est le couteau triangulaire. Donc là, on peut parler de périphrase parce que c'est une définition par une expression toute faite pour, bien sûr, qui renvoie à la guillotine. Alors, comme synthèse, on peut dire que le prisonnier explique pourquoi il veut écrire un journal qui relate ses souffrances. Il veut se distraire et décrire sa torture morale et ses angoisses. Donc, le dernier jour d'un condamné nous apprend qu'il contribue d'une manière ou d'une autre à l'abolition de la peine capitale, par le biais bien sûr de l'écriture. Alors jusqu'à là je vous laisse et j'espère que vous avez bien compris et je vous souhaite bonne continuation.